Donc très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel et puis pour clore d'une certaine manière, quoique ce soit difficile de clore ce sujet si vaste, celui de la paix. Alors, bien entendu, ils sont nombreux à vouloir la paix, mais quel genre de paix? Je repensais, comme tant d'autres, vous vous souvenez de cette phrase de François Mitterrand, c'était je crois au Bundestag en 1983, quand il disait qu'il y avait les pacifistes à l'ouest et les missiles à l'est. C'est toujours des conceptions avec des propos parfois, bien entendu, provocateurs ou équivoques. Mais sur le terrain aussi, il y a des situations qui peuvent être équivoques, où on a parfois du mal à voir clairement quels sont les acteurs impliqués directement, d'autres qui sont impliqués indirectement. Et tout ça fait parfois des situations de grande confusion. Donc c'est pour ça que notre idée était, pour cette dernière séance, de faire appel et allusion à des acteurs de terrain, mais qui ne sont pas engagés directement sur le conflit, mais qui ont pu être au cœur de certaines zones de tension et de crise. C'est pour ça que nous a paru intéressant de comparer non pas des deux situations et deux engagements, deux formes d'engagement qui ne sont pas a priori comparables, mais qui peuvent nous permettre de pousser notre réflexion sur le rôle de ces personnes qui sont engagées sur le terrain. Donc nous aurons une illustration avec l'aspect humanitaire et notamment le rôle des ONG, avec un rôle parfois difficile, on le sait bien, justement sur ces terrains de conflit. Et puis le rôle de personnes qui parfois œuvrent dans l'ombre, mais qui n'en sont pas moins indispensables, c'est-à-dire des missions, des médiations, des hauts fonctionnaires, des gens qui ne sont pas à proprement parler des politiques ou des militaires au sens direct de l'engagement sur le terrain, mais qui ont et qui jouent toujours un rôle éventuellement considérable. C'est pour ça que j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux invités pour ce soir. Tout d'abord, à ma gauche, Alain Christnard, donc, qui est un haut fonctionnaire, conseiller d'État. Alors, nous avons pensé à lui parce qu'il a laissé une trace importante dans son rôle au moment des événements de Nouvelle-Calédonie, pas ceux de cette année, puisqu'il y en a eu bien d'autres, mais ceux des années 80, quand la crise était à son acmé, et qu'il y avait là, manifestement, une situation difficile à décortiquer. Donc, Alain Christnard a été un des acteurs des accords de Matignon des années et d'Oudinot, puisque c'est Matignon et Oudinot, mais on parle beaucoup des accords de Matignon. Donc, en 1988, il était à l'époque donc au sein du cabinet du ministère de Louis Le Pinsec, et c'était le ministre des Dom-Tom, et c'était à l'époque le gouvernement de Rocard. Donc, pour certains, vous vous souvenez peut-être de cette initiative qui a été prise par le gouvernement Rocard pour tenter de trouver une formule d'apaisement à la Nouvelle-Calédonie qui était à l'époque en pleine crise. Donc c'est pour cette question-là notamment que nous avons pensé que Alain Christnard, qui était une des chevilles ouvrières de ces accords de Matignon, pourra nous parler de comment résoudre une crise et comment éventuellement solliciter des groupes de médiation, puisque l'autre spécificité de ces accords de Matignon, c'est qu'ils se sont faits également avec l'aide d'une mission très spécifique dans sa composition, et Alain Christnard nous en parlera. Alain Christnard a été donc haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Après, il a été préfet des Côtes d'Armor. Il a eu une carrière dans la préfectorale, notamment au sein du cabinet de Christine Taubira, à l'époque ministre de la Justice. Et dans ses autres fonctions non directement politiques, il est président de l'UCPA depuis 2015. Il est aussi président du SAMU social depuis 2020. Et enfin, président de la Commission nationale d'expertise sur la pédophilie dans l'Église catholique. Donc, vous voyez un petit peu les diverses casquettes que Alain Christnard a aujourd'hui à travers ces différentes formes d'engagement. J'ai retenu deux ouvrages qu'il a publiés. L'un au moment justement de Matignon, puisque le titre c'était L'œil de Matignon, qui évoquait à la fois la situation en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Corse, puisqu'il a aussi joué un rôle sur les dossiers corses. Et l'autre ouvrage, plus purement consacré à la Nouvelle-Calédonie. Voilà pour l'aspect engagement et médiation spécifique et originale sur un terrain de conflit, de crise. À ma droite, bonsoir, Jean-François Corti, qui est président de Médecins du Monde. Alors là, c'est le rôle des ONG sur des terrains de crise et de conflit. Donc Jean-François Corti, qui est président de Médecins du Monde depuis cette année, depuis juin 2024, mais qui a eu un long parcours d'engagement humanitaire, notamment au sein de Médecins du Monde, puisqu'il était directeur des opérations France, puis des opérations internationales. Et avant cet engagement auprès de Médecins du Monde, il a fait beaucoup de terrain
là, sous la casquette de Médecins sans frontières, dans des pays comme l'Érythrée, le Libéria, l'Afghanistan, le Niger, l'Iran. Il est par ailleurs engagé sur les questions de migration, très fortement engagé, mais aussi, bien entendu, sur la situation humanitaire à Gaza. Je pense que vous avez dû l'apercevoir intervenir à plusieurs reprises ces derniers mois sur justement la difficulté des ONG à travailler sur ces terrains particulièrement difficiles que sont comme Gaza. Il enseigne par ailleurs à Sciences Po de Toulouse et à Paris 1, et il est chercheur associé à l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il a publié 2 ouvrages, La France qui accueille, sur la question des migrations en France. Qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Oui, j'ai participé. Il faut le remercier. Et une bande dessinée, ce qui est également intéressant, sur Profession Solidarité, chronique de l'accueil. Voilà, vous avez donc les présentations qui sont faites, et je vous propose, pour que l'échange soit particulièrement animé, d'intervenir sous 2-3 aspects, c'est-à-dire de leur laisser successivement la parole sur 3 thématiques. Comme ça permettra d'avancer dans la réflexion et de vous laisser assez rapidement la parole, puisque notre souci, c'est aussi, bien entendu, qu'on profite de cette soirée pour échanger. La première question que je vais donc poser à mes 2 invités, c'est une question qui permettra de situer de manière plus générale leur forme d'engagement, de nous dire quelles sont les spécificités de leur engagement sur le terrain, des conflits, des crises, et de voir également quelles ont pu être leurs limites. Donc, en quelque sorte, premier coup de projecteur, chacun de mes invités présente un peu sa forme d'engagement avec les atouts, les limites, et après on creusera le problème dans un deuxième temps. Je donne d'abord la parole à Alain Christin. C'est n'importe. Oui, bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de nous retrouver ici. De temps en temps, je suis de l'autre côté. J'ai beaucoup de plaisir à différents des débats, notamment le dernier. Alors, sur la forme d'engagement, peut-être qu'il faut que je dise la chronologie de mon engagement. En fait, moi, j'ignorais totalement où était la Nouvelle-Calédonie quand le haut-commissaire là-bas, Claude Charbonneau, qui avait été mon préfet quand j'étais directeur de cabinet des Hauts-de-Seine à Nanterre, donc on est très loin de la Nouvelle-Calédonie, m'a dit mon secrétaire général est malade, il va être obligé de rentrer en métropole, est-ce que ça vous intéresse de prendre sa place? Et donc j'ai dit je voudrais un peu de réflexion. Et j'ai regardé sur une carte. Un petit peu plus fort. Ah bon. Oui, c'est vrai qu'alors moi, quand j'étais à l'autre bout, je pestais contre les orateurs qui ne parlaient pas assez fort. Donc, on n'apprend rien. Bon. Donc, je dis que j'ai découvert la Nouvelle-Calédonie presque par hasard quand le haut-commissaire qui était en poste, mais qui avait été préfet du département des Hauts-de-Seine, où j'étais son collaborateur, m'a dit que son secrétaire général, qui est le numéro 2 dans les hauts commissariats comme dans les préfectures, était malade, devait rentrer, et m'a demandé si je voulais venir. Et donc, j'ai demandé un temps de réflexion, déjà pour regarder où c'était, parce que vraiment, je savais que c'était dans le Pacifique, mais comme vous savez, le Pacifique, c'est vraiment très grand, quoi. Et là, on m'aurait dit, c'est plutôt du côté du Chili ou c'est plutôt du côté de l'Indonésie. Dans un examen, je pense que j'aurais été recalé ou que j'aurais dit au hasard. Voilà. Donc, j'ai regardé où c'était, puis j'ai fini par dire oui. Et j'y suis allé en 1980, donc comme numéro 2, dans un moment qui était très intéressant et qui, en fait, explique pourquoi... Ensuite, je me suis engagé sur ce pays au point d'en être devenu un des spécialistes reconnus, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'évidemment, après 40 ans maintenant, tout le monde dit mais il est complètement dépassé, il a une vision ancienne, il faut absolument trouver des gens plus jeunes pour renouveler le sujet, ça c'est l'ancien monde, etc. Ça peut être vrai pour une part, mais l'ancien monde est tenace, notamment à cet endroit. Donc, en 80, le gouvernement était Raymond Barre. Cet auditoire doit s'en souvenir. Alors, parfois, je dis c'était il y a très longtemps, parce que certains de mes auditeurs n'étaient pas nés. Mais donc, en 80, Valéry Giscard d'Estaing était encore pour 1 an président de la République, Raymond Barre était Premier ministre, et Paul Dijoux était son secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer,
après l'avoir été aux immigrés. Alors ça, c'était une période extraordinaire. C'était pratiquement une gouvernance de gauche sur le sujet, hein, détruire les bidonvilles, chez les immigrés. En fait, maintenant, ils seraient considérés comme LFI au moins, hein, avec des politiques pareilles. Bon. Voilà. Et donc, c'était le moment où les Kanaks bougeaient, commençaient à bouger. En 1944, mais en fait, ça a mis 10 ans à s'achever. Donc les femmes ont eu le droit de vote en France, donc, dont les femmes kanaks, et les Kanaks, hommes, ont eu le droit de vote aussi, parce qu'auparavant, ils ne l'avaient pas. Ils n'étaient pas des citoyens. Et donc, peu à peu, alors ça a été freiné sur place avec différentes catégories socio-professionnelles, etc. Mais enfin, on leur a donné le droit de vote. Mais ça, c'est terrible, parce que vous avez dans toute une communauté d'adultes à qui on donne le droit de vote. Il faut les former, leur expliquer ce qui se passe. Et ce sont les églises catholiques et protestantes qui, là-bas, sont à égalité. Hein. C'est un pays très protestant. Enfin, beaucoup plus qu'ici, en tout cas. Et donc, ce sont les églises qui ont formé, en créant des associations qui sont devenues finalement un parti politique, l'Union calédonienne, dont la devise était deux couleurs, un seul peuple, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Mais en fait, tout s'est noué au début des années 70 et tout au long de ces 10 années, pendant lesquelles celui qu'on appelle dans les légendes locales le dieu Nick, c'est-à-dire le nickel, que l'on a découvert, dont on a découvert que la Nouvelle-Calédonie en possédait une part importante. Alors on a dit un quart, un tiers, personne n'en sait rien, mais enfin en tout cas une partie importante, et a montré son intérêt économique parce que ça rentre dans les essais spéciaux, etc. Bon. Et le nickel a attiré, telle la ruée vers l'or, beaucoup de monde. Et donc, au fond, cette terre dont on ne savait que faire, dont on avait pris possession en 1853 pour que les Anglais ne la possèdent pas, sans avoir aucune idée de ce qu'on y ferait et de ce qu'on pouvait y faire, on y a envoyé des bagnards, voilà, comme les Anglais en Australie, bon, ce qui était une destination peu économique, on va dire. Bon. Et puis après, on a découvert le nickel et qu'on pouvait transformer le nickel. Donc les gens sont venus et les Kanaks se sont aperçus qu'au fond, ils étaient en train de devenir minoritaires. Parce qu'évidemment, au départ, ils étaient 100%, puis après, ils étaient 90%, et puis là, d'un coup, ils sont passés en dessous de la moitié. Puis en même temps, les terres avaient été prises parce qu'on disait, ils ne les cultivent pas, parce qu'ils ne sont pas nombreux, puis ils sont devenus plus nombreux, puis de toute façon, le problème n'est pas dans l'esprit océanien de les cultiver ou pas, ce sont les terres des ancêtres, elles ont une valeur culturelle, etc. La culture kanak extrêmement originale, allez voir au musée du Quai Branly, toutes les manifestations. En outre, le président du Quai Branly est un kanak, donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Eh bien, cette culture était très riche et elle était folklorisée. Voilà. Il y avait des danses kanak, comme dans le bal du gouverneur, c'est pour ceux qui ont vu ce film, mais c'est bien plus que ça, évidemment. Voilà. Donc il y a eu ce réveil, et dans ce réveil, Jean-Marie Tsubaou a été un des leaders, cet ancien prêtre, sociologue, etc. Voilà, donc moi ça m'a beaucoup marqué. Après je suis rentré, et puis il y a eu les événements entre 84 et 88, où Christian Blanc était l'adjoint de Pisani. On m'a déjà consulté une première fois en me disant ce que j'entendrais alors pendant toutes les décennies suivantes de la part d'hommes politiques de droite et de gauche. Puisque vous connaissez la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous ne voulez pas vous en occuper à nouveau? Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai connu Christian Blanc, et donc en 88, il y a eu la mission du dialogue. Je n'ai pas été dedans, mais j'étais un de ses correspondants, j'en reparlerai tout à l'heure. Et voilà, là, je ne pouvais pas dire non ensuite pour appliquer les accords de Matignon avec le ministre Le Pincet, que je ne connaissais pas. Je n'étais pas membre du Parti socialiste, mais j'avais connu le territoire et je ne me voyais pas dire non. Et puis peu à peu, la réflexion s'est construite.
J'ai évidemment rencontré des femmes, des hommes avec qui je me suis attaché. Et au fond, c'est devenu non pas un engagement de carrière, pas du tout. Ça, c'est important, parce qu'on peut aller dans des endroits parce que c'est intéressant pour les promotions, etc. Mais rapidement, il apparaît que le McKinney était plutôt casse-gueule. Donc, quand on cherchait des promotions, il fallait peut-être aller dans des endroits plus calmes. Et ce n'était pas non plus un choix d'intérêt professionnel et intellectuel. C'était un choix largement affectif, avec cette impression, et Sarokar l'avait vu dès le départ, que cette décolonisation-là, on devait pouvoir la réussir, après tant de décolonisation ratée. Alors là, je termine en disant que malheureusement, quelques années plus tard, mais alors que les accords de Matignon s'appliquaient bien, une amie canadienne très francophone, francophile, m'a dit, écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais la France ne pourra jamais résoudre la situation en Nouvelle-Calédonie parce que c'est contraire à son ADN. Voilà. Et donc, comme dans les meilleures séries, je m'arrête sur cette phrase et vous aurez la suite au prochain épisode. Alors Jean-François Corti, donc c'est pas la Nouvelle-Calédonie qui vous a motivé pour vous engager, mais c'est aussi un terrain très vaste, hein, puisque quand on voit votre pédigré, il y a beaucoup de pays sur lesquels vous êtes engagé, avant de vous focaliser éventuellement, comme en ce moment, sur le Proche-Orient, mais il y a eu d'autres lieux de motivation. Donc, première intervention, comme mon voisin, les formes de votre engagement. Oui, merci beaucoup Dominique, je suis très heureux de te retrouver, de vous retrouver, de participer aussi avec M. Grémard à cette discussion. Je vais essayer de parler fort, pas trop près, pas trop loin, parce qu'aussi il y a des basses, donc il faut que vous puissiez comprendre, même si c'est fort. Donc moi, je suis engagé dans l'action humanitaire depuis plus de 20 ans, et j'ai toujours souhaité être dans des organisations comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde, qui sont des ONG engagées d'abord dans l'action, dans l'aide aux services de médecine, l'accès aux soins, l'accès aux droits, produire quelque chose de concret, être ancré dans le terrain, mais à partir de là, pouvoir documenter ce que l'on voit, ce que l'on fait, les difficultés dans nos pratiques, les difficultés dans la réalisation des droits, l'obtention des droits des personnes souvent les plus précaires, et de témoigner de ces réalités pour essayer d'être, de manière un peu prétentieuse peut-être, des acteurs du changement social. Et donc d'être dans des organisations qui sont militantes, qui sont professionnelles, qui produisent des actions professionnelles, notamment dans le soin, mais qui sont non partisanes. Donc ils ne sont ni de droite, ni de gauche, ni de l'en même temps, mais qui en même temps sont dans le champ du politique, puisque la santé, c'est éminemment politique. L'action humanitaire dans des zones de conflit, sur des grandes endémies comme le VIH, la tuberculose ou autre, c'est aussi éminemment politique, parce qu'il est possible de pouvoir challenger des décisions nationales ou internationales qui peuvent être polémiques et qui nécessitent d'évoluer favorablement pour les malades. Donc j'ai choisi d'être dans une association, vous l'aurez compris, d'action, de terrain, et en même temps qui est capable de politiser des sujets et d'en faire des combats pour être en lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. Donc c'est le cœur notamment de l'action de Médecins du Monde, de sa mission sociale. Nous sommes par exemple Médecins du Monde France, engagés dans une trentaine de pays aujourd'hui, dont des programmes aussi en France, et je tiens à le préciser parce que c'est important, près d'une soixantaine de projets en France, avec des bénévoles et des salariés sur les programmes en France notamment. Et puis nous avons environ 1500 bénévoles en France, et nous avons aussi ce qu'on appelle du staff national, des acteurs locaux qui travaillent avec nous dans la trentaine de pays où on intervient, et c'est près de 1500 personnes, staff locaux qui travaillent avec nous sur le terrain. Alors on est sur plusieurs problématiques, les conflits, les crises et les conflits, vous l'aurez compris, et les enjeux de santé environnementale, les enjeux migratoires, les enjeux de droits en santé sexuelle et reproductive notamment, tout ce qui relève de ce qu'on appelle l'espace humanitaire, on pourra y revenir parce que c'est très lié au droit international humanitaire qui est censé humaniser la guerre et donner un cadre d'intervention et de protection notamment pour les civils et les aidants. Et puis, voilà, mon association, elle, comme beaucoup d'ONG, elle fonctionne sur des principes d'impartialité, des principes d'indépendance, des principes de solidarité, évidemment,
des principes de désintéressement, c'est-à-dire que nos seules motivations sont de créer les conditions pour que, si j'emploie un concept un peu philosophique, l'existence ne soit pas faite trop de souffrance. Voilà. Et comment atténuer ces souffrances, notamment au travers de la pratique du soin, de la pratique médico-sociale, de l'aide à l'obtention notamment des droits en santé, et de faire respecter les droits fondamentaux, les droits humains qui sont, en théorie, censés lutter contre les inégalités et favoriser l'émancipation de chacun d'entre nous. Donc ces principes sont importants d'impartialité, d'indépendance, de désintéressement, de solidarité, parce que ils vont nous distinguer, lorsqu'on évoque la géopolitique de l'aide, de différents autres acteurs qui sont des acteurs légitimes de l'aide, sans forcément être des acteurs humanitaires, des acteurs étatiques, par exemple, qui régulièrement sont des acteurs de solidarité dans des crises internationales, par exemple sur des tremblements de terre, on l'a vu. Moi, j'étais par exemple en Iran en 2003, lorsqu'il y a eu un terrible tremblement de terre dans la ville de Bam, où il y a eu près de 10 000 morts. On a vu la France, même les Américains, et différents pays envoyer des renforts. Donc voilà, les États peuvent être amenés à être des acteurs de l'aide. Ils peuvent être dans des approches, des accords bilatéraux ou de manière multilatérale. Mais les États sont avant tout des États qui défendent des intérêts politiques, sociaux, économiques, et donc à qui il ne faut pas forcément demander de forme de désintéressement. L'aide des États est toujours intéressée parce que ce sont des États, c'est consubstantiel à ceux qu'ils sont. Et je dis ça pourquoi ? Parce que il faut distinguer dans la géopolitique de l'aide donc les États, des organisations supranationales, je pense notamment aux Nations Unies, avec l'UNICEF, l'OMS, ou ces organisations qui sont souvent financées par des États et qui interviennent dans des crises ou d'autres contextes pour aider au développement. Et puis, il y a les organisations non gouvernementales comme la mienne. Et c'est important de rappeler ces principes que je vous ai évoqués d'impartialité, d'indépendance et de désintéressement, parce qu'encore une fois, nos associations interviennent dans le registre du droit international humanitaire. Si je parle des conflits, on reviendra sur la situation au Moyen-Orient, mais dans d'autres secteurs, je pense aussi à l'Ukraine, je pense à la bande sahélienne, notamment au Burkina Faso ou autre, où l'aide humanitaire, et je vais déjà un peu rentrer dans le sujet, mais sans trop m'avancer, l'aide humanitaire et l'aide tout court est sujette à instrumentalisation, évidemment, notamment des États. On l'a vu, par exemple, au moment de l'invasion, la tentative d'invasion russe en Ukraine, beaucoup de financements d'États occidentaux qui représentent les 20 plus gros bailleurs, on va dire, de l'aide financière internationale, ont réorienté une partie de leur financement initialement prévu à l'Afghanistan ou au Yémen vers l'Ukraine. Pourquoi je dis ça ? Parce que, de fait, il y a souvent des agendas politiques et des intérêts pour des États à soutenir d'autres États, et ce qui d'ailleurs révèle le concept de ce qu'on appelle les crises oubliées, c'est-à-dire des crises qui sortent souvent du scope politique, médiatique, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour notamment des bailleurs étatiques d'en parler, et où les organisations humanitaires comme la mienne sont censées pouvoir intervenir auprès des populations civiles. Et donc la question de la politisation de l'aide, elle est réelle, elle fait partie du monde réel, elle est présente parce qu'il y a beaucoup de conflits avec beaucoup d'acteurs qui ont des intérêts divergents, et nous devons, nous les organisations humanitaires, en permanence rappeler que nous sommes indépendants, que nous ne dépendons pas des États, et que c'est une garantie pour pouvoir intervenir dans des contextes sans forcément être considérés comme étant des proxys ou des parties prenantes au conflit, ou étant membres d'États qui soutiennent des parties prenantes au conflit. Si on veut pouvoir avoir cet espace humanitaire, c'est-à-dire cette capacité d'intervention, y compris sur des territoires gérés par des tortionnaires ou des extrémistes, je pense aux talibans en Afghanistan ou ailleurs, on est obligé de pouvoir discuter avec ces gens-là, sans forcément soutenir évidemment leur combat, mais si on veut pouvoir discuter, si on veut pouvoir intervenir sur des territoires qu'ils administrent auprès des populations civiles, on est obligé de passer par ces acteurs-là. Et donc il faut être dans une logique d'impartialité, c'est-à-dire de dire, nous, quand on intervient dans un conflit, on intervient des deux côtés de la ligne de front, on n'a pas forcément à juger
qui fait quoi? En revanche, on va être en situation de pouvoir documenter si le droit international humanitaire est respecté ou pas. Et le droit international humanitaire, c'est un droit qui est né fin du 19e, début 20e, qui s'est consolidé au cours du 20e siècle. Et je m'arrêterai sur cette première question. Il est censé humaniser la guerre, d'accord? Il n'est pas censé l'empêcher. D'ailleurs, c'est des textes qui ont été écrits par des militaires. C'est des textes qui sont relativement complets, qui protègent les aidants, les civils, les humanitaires. Et ce droit international humanitaire, il est censé garantir, on va dire, un espace interventionnel pour essayer, encore une fois, d'humaniser la guerre sans l'en empêcher. Et ce droit international humanitaire, même s'il est très complet, même s'il est juridiquement très complet, il n'est politiquement pas respecté dans de nombreux conflits. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu au Yémen, au Soudan aujourd'hui, qui est un pays qui sort du scope médiatique, en République démocratique du Congo depuis de nombreuses années, et sur le conflit israélo-palestinien, et notamment en Gaza aussi, il n'est pas du tout respecté parce qu'il y a énormément d'humanitaires qui sont tués, énormément de civils qui sont tués. Et donc, c'est un cadre qui est censé nous aider, mais qui a énormément de limites dès lors qu'il est soumis à la bonne volonté des politiques. Merci. Alors, nous allons creuser, bien entendu, cette double problématique. Donc, je me tourne de nouveau vers Alain Krishna, puisque vous avez évoqué, bien entendu, le dossier calédonien. On va donc creuser avec vous, avec votre aide, sur ce qui en a fait la spécificité, puisque l'histoire retiendra que les accords de Matignon qui ont été signés ont marqué en effet un pas vers la réconciliation, un pas vers l'avancement de la résolution politique de ce dossier. Mais ça a été fait grâce à certains acteurs, et pas uniquement des ministres ou un gouvernement, puisqu'il y a eu cette fameuse mission du dialogue. Alors vous allez bien entendu nous parler de cette mission en parallèle avec ce que vous avez pu faire, vous, de votre côté, au sein du cabinet, bien entendu, dans ce gouvernement. Merci. Oui, donc moi tout à l'heure j'ai parlé de mon engagement personnel, mais maintenant c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et évidemment, tout ça est dans ses succès et dans ses fragilités une œuvre collective. Donc, remplaçons-nous en 1988, juste avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. La Nouvelle-Calédonie est un pays où, au fond, plus personne, sauf dans le centre-ville, ne circule en toute sécurité. Il y a eu au total, à cette époque, après il y aura les morts d'UVA, mais il y aura eu 70 morts pour une population de 160 000 habitants. Et à la même époque, il y a 5000 policiers et gendarmes, sans compter les autres militaires, ce qui fait un policier ou gendarme pour 40 habitants. C'est beaucoup, hein. Voilà. Bon. Et donc, on est, comme on l'a dit, au bord de la guerre civile, et même dans la guerre civile, pour dire les choses clairement. Donc, je cite un texte, j'en citerai pas trop, mais qui est intéressant, parce que François Mitterrand donc, avait écrit une lettre aux Français, vous savez, pour la campagne présidentielle, donc avant les événements d'UVA, et il disait ceci... les deux communautés face à face n'ont aucune chance d'imposer durablement leurs lois sans l'autre et contre l'autre, sinon par la violence, et la violence elle-même atteindra ses limites. L'indépendance, pourquoi pas? La population eût été homogène, que la Nouvelle-Calédonie en serait là comme ses voisins, mais l'indépendance, dans cet état de rupture, entre deux populations d'importance comparable, signifie guerre civile, la seule guerre inexpiable. Curieusement, ces quelques lignes n'ont pas vraiment changé. Elles continuent de dépeindre la situation. Bon, en tout cas, après donc l'assaut d'UVA, 19 morts, en majorité kanak, par des commandos militaires. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie que l'on utilise contre des Français des forces armées qui ne sont pas les gendarmes. Mais des commandos qu'on utilisera après pour libérer des otages au Tchad ou ailleurs, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, Michel Rocard se trouve nommé Premier ministre, et la première chose qu'il demande à François Mitterrand, c'est «
Et c'est vraiment important pour résoudre le problème. Il faudrait reposer la question, il aurait fallu la reposer ces dernières années. Qui est leader sur ce dossier? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est moi? Et c'est important, parce qu'on ne peut pas être à deux têtes. Et François Mitterrand lui répond, bah, c'est vous, c'est le gouvernement, et vous me rendez compte. Alors, ça peut être une bonne répartition des rôles, ça peut être un calcul politique. S'il réussit, ça sera un peu grâce à moi. S'il échoue, ça sera entièrement grâce à lui. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est clair. Et donc, Michel Rocard a cette idée de nommer une mission du dialogue. Cette mission du dialogue, elle est quand même très orthogonale par rapport aux principes républicains classiques, enfin français en tout cas, puisque il y a des personnalités religieuses, donc Monseigneur Guiberto, qui était le recteur de l'Institut catholique de Paris, le pasteur Stewart, qui était président de la Fédération protestante de France, Jacques Leray, qui était le grand maître du Grand Orient, plus des hauts fonctionnaires divers. Et donc, cette mission, elle part avec, au fond, juste après l'élection présidentielle, l'objectif d'essayer de rétablir un tissu social et un dialogue sur le terrain, parce qu'il n'y en a plus. Et donc, ceux qui ont participé, moi je n'y étais pas à ce moment-là, racontent qu'ils ont fait en hélicoptère des sauts pour discuter avec les gens, enfin, mais que c'était très difficile, avec un seul objectif qui était de les convaincre de discuter, de venir discuter à Paris. On n'en était pas là. Hein. Bon. Et donc, cette mission dirigée par Christian Blanc, proche collaborateur depuis longtemps de Michel Rocard, et qui avait été avec Edgar Pisani à la fois à Bruxelles, quand Edgar Pisani était commissaire européen, et puis à Nouméa, après, ont réussi à avoir des réponses positives de principe pour venir discuter à Paris. Mais enfin, ce n'était pas complètement fini. Et puis, donc là, on a, si on veut en tirer des enseignements, ben là, c'est les personnes, c'est les relations entre les personnes, quoi. Sur la thématique, comme le décrivait le président de la République, on continue, il se passe quoi? On s'entretue, mais finalement, on est à peu près la même proportion. Les Kanaks ne vont pas rentrer chez eux, les autres non plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, la négociation a lieu à Paris. D'une certaine manière, Michel Rocard, ça a été raconté, séquestre un peu les délégations. D'autant que, comme il a une crise de colique néphrétique, il est physiquement pressé de terminer. C'est idiot de dire ça. Enfin, l'histoire, elle est faite parfois de petits aspects. Voilà. Et donc, les accords sont signés à Matignon, donc avec juste une phrase qui fait écho à l'autre. Les communautés de Nouvelle-Calédonie ont trop souffert de leur dignité collective dans l'intégrité des personnes et des biens de plusieurs décennies d'incompréhension et de violence. Pour les uns, ce n'est que dans le cadre des institutions de la République française que l'évolution vers une Nouvelle-Calédonie harmonieuse pourra s'accomplir. Pour les autres, il n'est envisageable de sortir de cette situation que par l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance. Alors, voilà, cette signature, elle a été avant tout difficile par les deux leaders locaux. Et c'est là où on voit que les personnalités des hommes ou des femmes, en l'occurrence des hommes, est déterminante pour faire la paix. Parce que Jacques Lafleur était le leader incontesté de son camp. La difficulté actuelle, d'ailleurs, est qu'il n'y en a plus un seul. Et il a forcé les choses à Paris, loin de ses bases. Et d'ailleurs, quand il est revenu, l'accueil a été médiocre, très médiocre. Et Jean-Marie Tjibaou, même chose. Il était le président de l'Union calédonienne, le président de FLKS, enfin, il a beaucoup pris sur lui. Et il n'avait pas vraiment de mandat de négocier un accord sur les bases sur lesquelles il s'est négocié. Et alors, d'ailleurs, tout ça, on l'a vu ensuite, parce que quand il y a eu le référendum national de 88 pour approuver la loi qui traduisait les accords de Matignon,
eh bien, en France, il y a eu évidemment 80% de oui et je crois 18% de participation. Ça n'a intéressé personne, donc seuls ceux qui étaient pour ont voté. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a eu une majorité courte au plan global et un rejet dans la province sud européenne. Et donc, Jacques Lafleur a été, en un sens, battu. Ça n'a pas empêché la loi d'être votée, puisque c'était un référendum national. Quant à Jean-Marie Tjibaou, il y a eu une opposition sourde, et pas toujours sourde d'ailleurs, enfin sourde pour les médias, parce que tout ça se passe entre Kanaks un peu, bon. Et un an après, il a été tué au moment où il allait à Ouvéa, la ville martyre, enfin meurtrie au moins, célébrer cet anniversaire et défendre l'accord. Il a été tué par une personne dont on a dit qu'elle était isolée, mais en fait, elle était isolée dans l'intention de tuer, mais elle n'était pas isolée dans ce qu'elle représentait d'opposition politique à ce processus. Donc il faut les accords des personnes, il faut de l'audace, il faut du courage, mais après il faut convaincre. Et après, il a fallu appliquer ces accords. Parce que tout de même, il y avait beaucoup d'ambiguïté. Et donc l'été a été consacré à traduire les choses dans un texte de loi. C'est toujours plus compliqué que dans un texte politique. C'est là où Louis Passec, dont j'étais le directeur de cabinet, a beaucoup travaillé. Voilà. Puis après, ça a été mis en œuvre. Ça devait être mis en œuvre pendant 10 ans. Ça a duré moins longtemps parce que Jacques Lafleur a dit bah, si on fait le référendum prévu au bout de 10 ans, on va encore se diviser. Et donc, cherchons dans 10 ans un nouvel accord pour 20 ans. Enfin, voilà, toujours, au fond, je ne sais pas si c'est un modèle d'accord de paix parce que c'est un accord qui ne résout pas la question principale. C'est-à-dire que le conflit était sur indépendance ou pas indépendance. Et on est incapable de le trancher parce que, et c'est le nœud du problème, le trancher amène à se compter. Or, 90%, et ça continue, hein, on pensait que ça évoluerait, ça continue, 90% des Kanaks votent pour l'indépendance et 95% des autres votent contre. Donc il suffit de regarder les proportions de population. Et comme ils sont 45%, même avec un corps électoral restreint, ça ne fait pas 50%. Voilà. Et au fond, je termine par là, à ce stade, on est au cœur du problème calédonien. On aurait voulu le construire comme une aporie ou un problème insoluble, parce qu'il y a la même chose. On n'aurait pas fait mieux. Au fond, je fais une comparaison. En Australie, les aborigènes sont le peuple d'origine. Évidemment, ce n'est pas eux qui sont à la tête de l'Australie. Ils sont 3%. En Nouvelle-Zélande, il y a les Maoris, c'est pareil, ils sont 15%. Mais l'Australie est indépendante du Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande est indépendante du Royaume-Uni, même si les deux ont le roi d'Angleterre comme souverain, sans pouvoir. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est le double problème. Indépendant de la France, ça c'est ce qui se passe tout autour, mais qui dirige alors la société? Les Kanaks sont minoritaires, mais presque majoritaires, et peuvent le redevenir. Et donc on retombe sur ce que décrivait assez bien François Mitterrand, deux populations face à face, qui au fond ont toutes les deux une légitimité, comme le dira l'accord de Nouméa dans son préambule, hein, en disant les nouvelles populations ont participé dans des conditions souvent difficiles en apportant des connaissances, etc., à la mise en œuvre du pays. Ils ont donc acquis la légitimité d'y être. Et on essaiera de dire ensuite que, au fond, il y a la voie d'un accord à trouver encore 20 ans plus tard. Les accords de Matignon, signés en 88, ont manifesté la volonté des habitants de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité. 10 ans plus tard, il convient d'ouvrir une nouvelle étape, là on est en 98 donc, hein, il convient d'ouvrir une nouvelle étape marquée par la pleine reconnaissance de l'identité kanak préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie et par un partage de souveraineté avec la France sur la voie de la pleine souveraineté. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage.
L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Donc, ça traduit un objectif alors partagé de vivre ensemble dans un pays pluriethnique, mais ça ne dit rien de l'évolution du rapport avec la France. Ça pourrait être indépendant comme d'autres pays ethniques le sont, mais si les deux communautés principales sont en situation de rivalité, qui est l'arbitre? Merci. D'ailleurs, je pense qu'on pourra, dans un troisième et dernier temps, creuser un peu plus les malheureux rebondissements de ce dossier néo-calédonien. Et Jean-François Corti, donc, j'ai bien noté que vous parliez que l'engagement des ONG comme Médecins du Monde n'est pas partisan, mais il est politique. Il est impartial, et donc il doit éviter toute instrumentalisation. Mais ça doit être délibérément très dur par les temps qui courent quand on voit ce qui se passe notamment à Gaza. Alors bien entendu, le gouvernement israélien a mis en cause l'UNRWA, qui n'est pas une ONG à proprement parler, mais on sent bien que les pressions ont l'air de plus en plus fortes et difficiles à supporter, je suppose, pour des ONG engagées sur des théâtres de conflit. Dites-nous un peu comment vous ressentez cette radicalisation des relations entre les puissances sur le terrain et les ONG. Oui, merci Dominique. C'est un vrai sujet d'enjeu d'espace humanitaire indépendant tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, sur des zones de conflit, mais aussi c'est un vrai enjeu dans notre démocratie européenne, je ne parle pas des États-Unis, mais par rapport à la crise migratoire notamment. Aujourd'hui, une organisation comme la mienne, comme Médecins sans frontières, qui dans les années 80 était considérée comme vertueuse et même outil de soft power de la France, aujourd'hui, par pas mal d'acteurs politiques, on est considéré comme, par exemple dans la question du sauvetage en mer Méditerranée, comme des complices de passeurs, voire des criminels, parce que on aiderait des gens à ne pas mourir noyés et qu'on alimenterait une chaîne économique informelle de passeurs et au fond qu'on serait des acteurs de ce qu'on appelle un appel d'air sur notre territoire. D'ailleurs, au-delà de ces discours politiques, on voit en Italie, où l'extrême droite est au pouvoir aujourd'hui, combien c'est difficile pour les ONG comme Médecins sans frontières ou SOS Méditerranée de pouvoir sauver des vies sans être gênés par des mesures législatives et des mesures qui gênent l'opérationnalité du sauvetage. Donc on n'est plus dans les discours, on est aujourd'hui dans le rétrécissement de l'espace interventionnel humanitaire. Par exemple, il y a des codes de conduite qui sont imposés aux bateaux de sauvetage. Madame Meloni n'autorise pas plusieurs sauvetages lors d'une même sortie. C'est-à-dire que quand vous faites une sortie avec des bateaux assez conséquents, vous pouvez faire plusieurs sauvetages d'affilée pour ensuite revenir vers un port pour déposer les rescapés. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de faire ça. Vous devez faire un seul sauvetage et ensuite, les autorités italiennes vont vous expliquer où est-ce qu'il faut aller déposer les rescapés. Et souvent, c'est très très loin de la zone d'intervention. Ça fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Et au fond, ça réduit la capacité opérationnelle des humanitaires à sauver des vies. Et donc, on voit comment, y compris dans nos démocraties, nous sommes attaqués régulièrement. Et je pense, et on pourra en débattre, mais c'est peut-être pas le sujet, que c'est aussi parce que nous sommes des émanations de société civile, que nous défendons la capacité de pouvoir témoigner librement, que nous sommes profondément défenseurs d'une vision solidaire de la société, d'une vision plurielle de la société, où l'État-providence doit être à sa place, tout comme les citoyens dans une démocratie sanitaire, si on parle de santé, mais d'une démocratie tout court où chacun a son mot à dire, et que nous, organisations humanitaires comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, nous sommes des fervents défenseurs de la lutte contre les inégalités, où l'on considère que l'État social doit jouer un rôle important et que la démocratie doit être respectée et qu'on doit jouer un rôle de contre-pouvoir constructif pour aller vers un bien-être commun. Et je pense que tous les acteurs qui aujourd'hui sont dans le fantasme d'un État illibéral, d'un libéralisme effréné, d'une privatisation du champ, notamment de la santé, si on est sur mon secteur, n'aiment pas avoir des organisations comme la nôtre qui viennent déconstruire des discours qui sont souvent des fakes. Quand on nous explique qu'il y a une arrivée massive d'exilés en Europe qui viennent prendre nos droits sociaux, c'est faux.
dis pas qu'il n'y en a pas, je ne dis pas que ce n'est pas simple d'accueillir correctement dans de bonnes conditions les exilés, mais l'effet d'appel d'air n'a jamais existé au prétexte qu'il y avait l'aide médicale en France. Ça a été démontré par des rapports de parlementaires régulièrement, ce dispositif étant extrêmement contrôlé, et l'aide médicale d'État, qui représente 0,3 à 0,5% de dépenses de santé, n'est pas responsable de la faillite et de la crise de l'hôpital, du fait qu'aujourd'hui, les cotisations des mutuelles vont continuer à augmenter, que des personnes âgées, 500 000 à 1 million, ont des difficultés pour avoir accès à une mutuelle, y compris des jeunes, qui aujourd'hui sont dans des chaînes de demande de nourriture par rapport à pas mal d'associations. Donc voilà, je trouve que, je vais revenir ensuite sur les contextes de guerre, mais y compris dans nos démocraties, qui sont en train de se radicaliser, les organisations qui sauvent des vies, qui sont dans la lutte contre l'inégalité, qui au fond remettent en question certains mécanismes ultralibéraux et qui défendent une vision plurielle de nos sociétés, sont dans le collimateur d'acteurs radicaux qui sont de plus en plus au pouvoir aujourd'hui, que ce soit dans l'hémicycle en France, que ce soit, on va dire, dans les gouvernements en Italie ou ailleurs en Europe du Nord. Sur la question des conflits, évidemment, j'ai évoqué l'espace humanitaire, c'est ce qui garantit une forme de protection des soignants ou des humanitaires. Mais, comme je vous l'évoquais, ça n'a souvent pas été respecté dans de nombreux conflits. Et en 2023, par exemple, il y a eu près de 300 humanitaires qui ont été tués. Alors, une grande majorité à Gaza, on pourra y revenir, mais aussi dans d'autres conflits, comme le Soudan, la RDC ou l'Éthiopie, il n'y a pas si longtemps que ça. Et beaucoup d'actes de violence aussi, qui peuvent être à type d'enlèvement, entre autres, autour de 700. Alors, certains vous diront c'était pas forcément mieux avant, et qu'aujourd'hui, s'il y a une tendance à l'augmentation de la violence, c'est parce qu'aussi il y a plus d'acteurs humanitaires sur le terrain. Donc, proportionnellement, il y a plus d'exposition. Mais de manière globale, ce qu'on observe, c'est quand même une tendance à l'impunité importante de tortionnaires, d'acteurs politiques radicaux, qui n'hésitent pas à flinguer des soignants, des humanitaires, parce que ça fait partie d'une stratégie de guerre totale. Le régime de Bachar el-Assad, en Syrie, qui vient de tomber, vous le savez, a utilisé les destructions d'hôpitaux, de centres de santé, a tué des soignants, des centaines de médecins, parce que ça faisait partie d'une stratégie de guerre totale pour affoler les populations civiles, pour déstructurer les oppositions. Des bombardements d'hôpitaux au Yémen ou en Afghanistan ont été assez courants. Et sur Gaza, alors je ne veux pas être dans la polémique parce que c'est un sujet qui est extrêmement polémique, mais moi je vais me baser sous l'angle d'un acteur de terrain. Au sein du monde, on a près d'une centaine de Gazaouis qui travaillent à Gaza depuis de nombreuses années, mais qui aujourd'hui, comme la plupart des 2,5 millions de civils, ont été déplacés à plusieurs reprises, se retrouvent concentrés sur une petite bande d'Arabala et Al-Mawazi qui est au centre de Gaza, qui ont tout perdu, qui ont perdu des membres de leur famille, qui sont sous des tentes, qui cherchent à manger, à boire à longueur de journée, dans un contexte où il y a eu près de 300 acteurs humanitaires tués, près de 44 000 civils tués, une majorité de femmes et d'enfants, des chiffres que vous pouvez multiplier par 3 ou 4 en termes de mortalité, parce qu'ils ne comptabilisent pas les gens qui sont restés sous les décombres et les gens qui meurent par défaut de soins, parce que lorsque vous avez une décompensation cardiaque, un diabète décompensé ou un asthme, si vous appelez le SAMU, il n'y a personne qui vient vous sauver. Et donc on est dans un contexte d'ultra-violence, où les humanitaires sont des cibles, où l'aide humanitaire ne peut pas rentrer parce qu'il y a un blocus et un siège très strict et qui limite les entrées d'aide. Par exemple, on a pu faire entrer 4 camions en un an, alors qu'on a des stocks de matériel prépositionnés à Al-Arish côté Égypte et en Israël. On a par ailleurs des équipes en Cisjordanie. Et donc, on est sur un contexte où le droit international humanitaire n'est pas respecté, où on est dans des situations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, les tueries du 7 octobre 2023 qui ont vu 1200 civils israéliens assassinés dans des conditions atroces relèvent aussi du crime de guerre et du crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, parce que la faim est un outil de guerre, parce que la limitation d'entrée d'aide humanitaire est fortement utilisée à Gaza, parce qu'il y a des déplacements massifs de population, un nombre considérable de civils qui sont tués de manière indiscriminée, y compris d'acteurs humanitaires. Aujourd'hui, de nombreuses organisations comme Amnesty, on en pense qu'on veut, mais moi je suis sur les mêmes observations que par rapport à la définition du crime de génocide. On est potentiellement dans un génocide en cours aujourd'hui à Gaza,
et je fonde mes arguments sur les éléments d'intentionnalité qui ont été annoncés par les acteurs israéliens de vouloir tuer massivement, y compris des nourrissons qui sont tous responsables de ce qui s'est passé le 7 octobre, et d'occasionner au moins 3 des 5 piliers de faits qui caractérisent le crime de génocide, que sont le meurtre en masse, que sont les atteintes à l'intégrité physique et mentale des populations et au fait d'empêcher une aide humanitaire de rentrer de manière proportionnée. Que ce soit en Ukraine avec Poutine, que ce soit à Gaza, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Soudan, que ce soit en Syrie, où vous êtes sur des territoires où la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice n'ont pas forcément toujours pu faire leur boulot dans de bonnes conditions, ont souvent été en difficulté, mais que ce soit l'ancien leader du Soudan, que ce soit Poutine, que ce soit aujourd'hui M. Netanyahou, ils sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mais ça ne les empêche pas de se déplacer encore dans certains pays qui sont pourtant signataires des conventions. Donc la notion d'impunité, elle est majeure aujourd'hui dans le champ, on va dire, des conflits, et elle crée les conditions d'action humanitaire qui sont compliquées, parce que vous comprenez bien que beaucoup de petits tortionnaires du fin fond de l'Afghanistan, de la RDC, quand on va leur expliquer qu'il faut respecter le droit international humanitaire, et qui vous expliquent qu'en attendant, il y a des membres du Conseil de sécurité qui n'en ont rien à cirer du droit international humanitaire, qu'il y a des acteurs qui sont potentiellement responsables de crimes de génocide qui sont soutenus par une bonne partie de l'Occident, ils vous disent que ça les fait bien rigoler, quoi, le droit international humanitaire. Et que donc le 2 poids 2 mesures est un problème pour l'humanité dans son ensemble, je pense, mais est un problème pour les humanitaires parce que ça altère un espace d'intervention qui est censé les protéger, et quand bien même on essaye en permanence de rappeler que nous ne dépendons pas des États, que nous sommes indépendants, en tout cas que nous ne sommes pas rattachés à des forces politiques partisanes. Malgré cela, on reste parfois des cibles, parfois on est au mauvais endroit au mauvais moment, mais on est obligé de vraiment faire du plaidoyer en dynamique, en permanence, pour rappeler la nature de nos engagements qui sont, encore une fois, fondés sur le désintéressement. Merci. Alors, avant de vous donner la parole, donc on va passer au 3e et dernier point, donc, qui est une manière un petit peu de projection sur le futur. Quand on reprend le dossier calédonien, ça a marché donc, dans les années 88. Apparemment, ça ne marche plus. On repose un peu le cliché d'une paix qui pourrait être durable, doit être construite tous les jours. Quelles sont les clés, les éléments, justement, pour éviter les rechutes, à votre avis? Oui. Quand les accords Matignon ont été signés, évidemment, comme souvent, chacun des signataires avait des perspectives différentes. Pour Michel Rocard, bien sûr, c'était de ramener le pays, le territoire à la paix civile. Bon. Pour Jean-Marie Tjibaou, son espoir, c'était qu'au bout de 10 ans, il aurait pu convaincre une partie des non-Kanaks, puisque, encore une fois, au départ, seuls les Kanaks voulaient l'indépendance, ils sont minoritaires, qu'une forme d'indépendance accueillante les autres communautés, donc pluriethniques, et sans rupture totale avec la France, en coopération, partenariat, enfin tout ce qu'on veut, puisque dans le Pacifique en particulier, il y a des indépendances à point, si j'ose dire, enfin, par morceaux, que en 10 ans, on convaincrait. Le calcul de Jacques Lafleur était absolument inverse, évidemment, c'est normal. C'était de dire qu'au bout de 10 ans, parce que dans les accords de Matignon, il n'y avait pas simplement des dispositions institutionnelles, mais enfin, il y avait la création de provinces dont les Kanaks seraient leaders pour 3 d'entre elles. Il y avait enfin la réalisation d'infrastructures de base, de routes pas inondées pendant la saison des pluies, l'électricité dans toutes les tribus, des écoles partout de qualité, ce qu'on avait appelé le programme 400 cadres, qui était enfin de former des cadres Kanaks, puisque le premier bachelier Kanak, c'était en 1964, alors qu'aux Antilles, il y avait déjà des normaliens et polytechniciens et médecins. Voilà, donc ils pensaient que tout ça,
cette expérience de la gestion, cette amélioration des conditions de vie individuelles et collectives, convaincrait une proportion importante des Kanaks que l'indépendance n'était pas la solution. Et que donc dans les deux cas, on comptait que cette action de conviction permettrait d'arriver à un référendum alors prévu en 88, plutôt de tiers un tiers, de tiers pour une solution, ce qui permettait de bien construire les choses. Et puis, dès 1991, donc Jacques Lafleur a l'intuition que 10 ans, c'est très court, surtout pour transformer une société. Il convainc les indépendantistes que c'est très court et que donc il faut chercher un nouvel accord pour 98 et non pas un référendum sur l'indépendance en 98. Et donc, en 98, il y a l'accord de Nouméa, avec une consultation locale, cette fois-ci non pas nationale, qui a 72% de oui, et donc et un taux d'abstention élevé, un taux d'abstention faible, pardon. Et donc, tout le monde est d'accord à 72%, sur quoi? Sur on continue le rééquilibrage, on continue les investissements, et puis petit à petit, on donne des compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait qu'elle sera de plus en plus autonome. Et puis, elle aura même des compétences en matière internationale, pourra signer des accords dans la zone Pacifique, etc. Donc, on fait ce qu'on n'a jamais fait en France, parce que nous sommes un État unitaire, on fait une sorte d'État fédéral dont la Nouvelle-Calédonie serait un État fédéré, au fond, un peu sur le modèle de l'Australie ou même des États-Unis, si on veut. Aux États-Unis, même le pouvoir judiciaire, comme on sait, est partagé. Et donc, ça recommence. On se dit, 20 ans, cette fois-ci, c'est long. C'est 2 fois plus que 10 ans. Et donc, on a 20 ans pour convaincre que, etc., etc. Et en fait, ça ne bouge pas, finalement. Sans doute parce que les élus locaux et les élus nationaux s'accordent pour célébrer la réussite de l'accord de Nouméa, qui en plus, je voulais quand même le signaler, dans l'application, la bonne application est facilitée par les cours élevés du nickel qui font que l'argent coule à flot partout. Voilà. Et puis, de toute façon, tout le monde est d'accord. C'est ça qui est bien aussi. C'est une des conditions de l'application des accords. C'est que, évidemment, le gouvernement de gauche, il finit. Et après, il finit donc en 93. Mais la droite au pouvoir ne remet pas en cause les accords de Matignon. L'accord de Nouméa, il finit il commence à s'appliquer en 98. En 2002, la gauche quitte le pouvoir et la droite ne remet pas en cause l'accord de Nouméa. Donc on a une unanimité très précieuse, nationale, une non-remise en cause. Voilà. Mais on arrive au bout des 20 ans. Alors, est-ce qu'on va au bout des 20 ans, donc en 2018, est-ce qu'on va refaire au fond la même chose que précédemment? Ah non, on n'est toujours pas prêt, on va se redonner 20 ans. Voilà. Ou est-ce qu'on va aller faire les référendums? Bon. Pour ne pas faire les référendums d'autodétermination, il a fallu qu'il y ait un accord, parce qu'on avait déjà repoussé ce droit constitutionnel une fois, on n'avait pas le repoussé 2 fois. Donc on se lance dans le référendum. Édouard Philippe, Premier ministre, cherche, c'est le dernier au fond, parce que c'est aussi une tradition que ce soit les premiers ministres qui s'en occupent personnellement, après Rocard, toujours, que ce soit Balladur ou... Et donc, il cherche un peu une solution, mais au fond, il voit bien que tout le monde a envie de faire ces référendums, parce que tout le monde pense qu'il va gagner, quoi. Enfin, voilà. Et donc, il y a le premier référendum, qui est à 57% contre l'indépendance. Bon. Mais il y en a d'autres prévus, ça tout le monde était d'accord pour les faire, avec l'idée qu'au moins comme ça, le résultat serait accepté, à force au fond de vérifier qu'on était bien d'accord sur ce qu'on avait voté, quoi. Bon. Et donc on fait 2 ans plus tard un nouveau référendum, et là c'est 53-47. Donc là ça commence à être plus serré. À la fois parce que des Kanaks qui ne votaient pas, parce que ça ne les intéressait pas, ils n'étaient pas sur les listes électorales, se mettent à voter, et aussi visiblement parce qu'il y a quelques non-Kanaks, notamment les Wallisiens, qui sont 2,5 fois plus nombreux là que dans la ville locale, et qui sont donc des Océaniens,
commencent à voter aussi pour l'indépendance parce qu'ils pensent que leur survie à long terme dans cette terre qui n'est pas tout à fait la leur, et alors que leur retour dans leur île poserait des problèmes insolubles, tant ils sont maintenant nombreux, notamment fonciers, il faut qu'ils se rapprochent des Kanaks. Voilà, 53-47. Et il devait y avoir un troisième référendum, et c'est là que les choses se nouent un peu, c'est-à-dire que, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y avait un accord pour le faire fin 2021, puis il y a eu une épidémie de Covid très brutale, donc les indépendantistes ont demandé qu'on reporte, ça n'a pas été reporté, donc il a eu lieu, ils se sont abstenus, alors évidemment il y a eu 80% contre l'indépendance, bah, du coup ça n'a pas grand sens. Il y a déjà eu un référendum 87 avec un résultat sans eux. Voilà, et puis après il y a l'élection présidentielle, et après le gouvernement nomme ministre, non pas chargé de la Nouvelle-Calédonie, mais chargé de la citoyenneté en France, la leader non indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, avec un raisonnement très en même temps qui est mais comme ça, on va les tenir par la solidarité gouvernementale et ça va faciliter les négociations. En fait, ça provoque un peu les autres. Et pour tout arranger, les cours du nickel s'effondrent, enfin, ou diminuent, après ils remontent un peu. Mais en tout cas, ils ne remontent pas au niveau où la fabrication, la transformation du minerai de nickel est rentable en Nouvelle-Calédonie. Parce que le coût de l'énergie est élevé, il n'y a pas d'hydroélectricité, ou très peu, et donc il faut importer du charbon d'Australie, etc. En plus, les coûts salariaux, sans être tout à fait les mêmes qu'ici, sont élevés, et puis il y a des prescriptions environnementales, etc. Donc on a à la fois une économie qui s'effondre, et puis au fond, un dialogue qui se rompt sur ce référendum non reporté, sur cette nomination jugée provocatrice, l'absence d'initiative à la fois dans une classe politique locale où il n'y a pas, comme en 88 ou même en 98, des leaders incontestés. Donc on a un éparpillement des partis politiques, donc on ne sait plus avec qui discuter. Chacun joue son jeu pour les élections suivantes. Le gouvernement ne sait pas trop quoi faire. Et donc on repart sur des incidents dont on peut au fond tirer deux conclusions différentes. La première, c'est un nouvel incident, il faut renouer le dialogue, recommencer, etc. Seulement, comme on l'a fait une fois, c'est plus difficile de dire ouais, tout ça, c'est pas très grave, etc. Parce qu'il y a à nouveau un policier ou gendarme pour 50 habitants, il y en a 6000 maintenant sur place. Il y a quand même eu des destructions importantes, il y a quand même eu 15 morts, plutôt des Kanaks d'ailleurs, et aussi des gendarmes. Voilà, et puis les gouvernements, aussi bien en 88 qu'en 98, le gouvernement national était fort. Et donc, il était un agent majeur dans la négociation qui était à trois, pour dire il faut avancer, pour proposer des solutions. C'est là où les scribes en genre, bien que non politique, étaient utiles pour essayer de traduire dans des mots ce qui peu à peu politiquement émerger. Donc, la situation actuelle, c'est qu'on n'a pas de leaders locaux, une économie exsangue, des destructions, un racisme qui a augmenté des deux côtés et un gouvernement national qui est très faible, enfin, qui est intermittent, si j'ose dire, pour l'instant. Voilà. Donc, c'est pas facile. Donc, alors, ça prouve que c'était peut-être plus un armistice qu'un traité de paix, puisqu'on n'avait pas résolu le problème général. Et ça montre aussi que tout ça est fragile, qu'il faut constamment travailler à la consolidation et surtout à l'avenir, quoi. Ne pas se satisfaire des accords partiels. Après tout, il y a eu au Moyen-Orient aussi des accords partiels qui ont soulevé l'espoir et qui se sont effondrés pour différentes raisons. Jean-François Corti, pour également terminer cette première partie de notre soirée, vous parliez de la série La vision de guerre totale, vous parliez de l'implication des personnels humanitaires et médecins. Est-ce que ça veut dire que dans tous ces conflits, la différence traditionnelle entre civils et militaires a totalement disparu et que ça se fait au détriment des ONG ? Oui, cette distinction civil-militaire, elle a toujours été limite. Je me souviens parce que j'étais directeur des opérations de Médecins du Monde lors du conflit en Syrie et de la guerre intense sur Alep.
qui avait été partagée en deux, entre un côté une partie soutenue par le régime de Bachar al-Assad et le régime russe, et de l'autre côté les opposants, où effectivement les bombardements étaient intenses, mais où il était toujours difficile de pouvoir dissocier les civils des combattants sur notamment cette partie de la ville. Il me semble cependant que les règles sont assez claires dans le droit international humanitaire, dans la capacité sur nombreux territoires de distinguer les civils des combattants. Quand vous avez 10 à 20 000 mineurs, probablement entre 5 et 10 000 nourrissons qui ont été tués à Gaza par les bombardements, je pense que c'est pas trop difficile de distinguer la capacité de combat d'un gamin de 6 mois versus celle d'un adolescent ou d'un adulte en capacité de combattre. Donc je crois que la question de l'impunité est vraiment au cœur des conflits, je l'ai un petit peu développé tout à l'heure, au cœur des problématiques de non-respect du droit international humanitaire, d'ailleurs méprisant le travail des institutions comme la Cour internationale de justice, qui est censée pointer du doigt les États défaillants dans le non-respect notamment des règles de droit international, y compris en travaillant sur la prévention des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Mais il faut aussi voir comment la Cour pénale internationale est mise en difficulté dès lors qu'elle ose s'attaquer à des leaders, on va dire, du monde occidental. C'est la première fois, à travers la demande de mandat d'arrêt international de M. Netanyahou, qu'on a un leader, on va dire, occidental qui est touché de près par cette recommandation. Poutine l'avait été, mais un leader, on va dire, de la frange occidentale d'Europe de l'Ouest et américaine, c'est la première fois. Donc on a vu les difficultés qu'a eu la CPI, plusieurs mois pour pouvoir émettre ce mandat d'arrêt, alors qu'elle l'avait fait en quelques semaines pour Poutine en lien avec le conflit en Ukraine, qui, Poutine d'ailleurs, a pour de bonnes raisons aussi ce mandat d'arrêt international sur la tête, simplement pour dire que, voilà, y compris les Français, les Allemands, les Américains ont mis des bâtons dans les roues à la CPI pour qu'elle puisse notamment lancer ces mandats d'arrêt internationaux sur les leaders du Hamas et sur des leaders israéliens. Je dis ça pourquoi? Pour pas faire trop long, parce que aussi Dominique me dit qu'il faut qu'on fasse des échanges, mais tant que la justice internationale ne sera pas respectée, lorsque on n'aura pas cette idée qu'il faut une justice pour tous, qu'il ne s'agit pas de faire, dans le cadre du droit, un inventaire et distinguer les bonnes démocraties des mauvais groupes radicaux, mais rappeler que c'est la valeur de la vie qui doit être défendue, qui doit être la même qu'on soit israélien, palestinien ou d'une autre nationalité, on aura des difficultés à faire respecter la justice. Et donc, moi je suis un fervent défenseur du cadre du droit international, même si ce n'est pas mon rôle. Moi je suis qu'un humanitaire, je ne suis pas médiateur, je suis dans une logique d'essayer d'humaniser les guerres autant que faire se peut. Mais il faut défendre ce droit international humanitaire, il faut défendre les instances de la Cour internationale de justice, de la CPI, qui sont aujourd'hui malmenées, y compris par des démocraties, qui agitent le deux poids, deux mesures de manière assez insupportable, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui mettent un gradient dans ceux qui pourraient vivre et ceux qui ne le pourraient pas de manière légitime. Et voilà, je pense que c'est une alerte qui nous oblige à nous mobiliser, y compris dans nos propres démocraties. Merci. Alors maintenant, on va prolonger et enrichir l'échange avec vos propositions et vos remarques. Je ne peux que vous encourager à la concision, puisque vous savez que ça sera la meilleure manière de multiplier l'échange à travers vous et nos deux invités pour que ceux-ci puissent en effet répondre plus particulièrement à vos préoccupations ou vos remarques et vos questions. Voilà. Donc, qui ouvre le bal? Oui, moi j'avais deux questions pour M. Corti, en fait. Parce que d'abord, les crises oubliées. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi certaines crises sont oubliées? Vous avez un tout petit peu suggéré, mais creusé le sujet. Pourquoi, effectivement, certaines crises ne passent pas à la barrière aussi des médias et de l'intérêt de l'opinion internationale? Et puis peut-être nous pointer du doigt quelques crises tellement oubliées que nous-mêmes ici, on les a oubliées. D'une part, que vous avez peut-être fréquenté ou pas.
savoir, en réponse, en écho à ce qu'a dit M. Krishnard sur la Nouvelle-Calédonie, sur l'importance des personnalités, c'est-à-dire Tjibaou et Lafleur, mais la question est pour vous aussi, M. Corti, l'importance des personnalités, effectivement, au vu de votre pratique, dans la résolution des conflits. On a tendance à penser que le rapport de force est l'unique réponse, en quelque sorte, aux problèmes qui se posent. Est-ce que, comme le cas de la Nouvelle-Calédonie l'a montré, le rayonnement, les personnalités peuvent aussi avoir un rôle déterminant, quelquefois, dans le règlement de certains conflits qui nous paraissent impossibles? Micro. Celui-là marche plus. J'arrive. Merci pour votre question. Oui, le concept de crise oubliée, c'est un concept très occidentalo-centré. En tout cas, il est oublié. Quand on dit crise oubliée, c'est du point de vue des bailleurs institutionnels classiques, et notamment les 20 plus gros bailleurs sont essentiellement occidentaux. Ils sont en responsabilité de la grande majorité des financements de l'aide publique au développement et de l'aide humanitaire. Mais c'est vrai que les crises oubliées, elles ne sont pas oubliées par celles qui les vivent et les pays de proximité. Si je parle du continent africain, qui au quotidien, qu'on soit en République démocratique du Congo ou au Soudan, vivent ces réalités. Donc c'est un point de vue occidentalo-centré en critique des États principaux bailleurs de l'aide internationale. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la politisation de l'aide, elle est quasi consubstantielle à ce que sont les États, dès lors que c'est eux qui le manipulent. Et évidemment, soutenir certains États plutôt que d'autres s'inscrit dans des stratégies politiques, d'aide bilatérale souvent, parfois multilatérale, où chacun s'y retrouve, de la même manière que l'aide publique au développement souvent relève d'emprunts conditionnés qui sont orientés vers des partenaires plutôt d'obédience commune. Et d'ailleurs, dans ces logiques de politisation de l'aide, qui, de mon point de vue, encore une fois, sont relativement normales, et je ne vois pas trop un problème que les États politisent leur aide. Ce n'est pas des acteurs humanitaires, justement. Donc, voilà. Mais on voit qu'il y a, dans certaines situations, on va dire, une manière décomplexée d'abuser d'une forme de chantage humanitaire. Par exemple, je prends l'exemple des conflits en Afrique subsaharienne, et notamment des tensions diplomatiques entre la France et le Niger, le Mali et le Burkina, par exemple. Et dans ces conditions, la France a décidé de stopper brutalement tout type de partenariat, ce qui peut se comprendre, y compris des financements d'actions et d'aide humanitaire. Et ça veut dire derrière des dizaines et des dizaines d'associations locales, de petites associations qui ne vont pas s'en remettre et qui vont crever du jour au lendemain. D'ailleurs, qui ont crevé du jour au lendemain. C'est moins problématique pour des grosses organisations comme la mienne. Nous avons un budget conséquent, on a beaucoup de bailleurs, on a autant de fonds propres que de fonds institutionnels. Les fonds propres, c'est-à-dire issus de la générosité du public. Et donc, on est capable d'absorber la perte d'un bailleur. Ça ne nous met pas trop en difficulté. Mais beaucoup d'associations sont dépendantes souvent d'un seul bailleur institutionnel, d'un financement de l'Agence française du développement, par exemple, ou autre. Et donc, lorsque vous stoppez brutalement les financements de l'aide, parce que ça s'inscrit dans un contexte politique de tension et géopolitique entre deux États, c'est très problématique, quoi. Donc, cette notion de politisation de l'aide, pour extrapoler la notion de crise oubliée, c'est une réalité auquel on doit faire face. De la même manière que des États utilisent l'aide comme outil de dépolitisation. Je m'explique. Par exemple, sur Gaza, les Américains ont expliqué qu'ils allaient mettre en place un corridor maritime pour faire venir de l'aide par bateau depuis Chypre pour contourner le blocus israélien. C'est de l'enfumage total. D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné longtemps. Ils ont arrêté l'initiative au mois de juillet 2024. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que les Américains se sont réappropriés la sémantique, l'opérationnalité, la symbolique de la raison humanitaire, pour faire croire qu'ils étaient sensibles au sort des Palestiniens
en voulant contourner un blocus par la mer, alors que Gaza, c'est pas une île, hein. Il y a plein de passages par la route, depuis Israël et depuis notamment l'Égypte, et que s'ils avaient vraiment voulu casser le blocus d'une armée à qui ils fournissent des armes dans le même temps, qui est responsable des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qu'on évoque, c'est pas en agitant la raison humanitaire qu'ils auraient été efficaces, c'est en mettant la pression sur le régime israélien, en arrêtant d'envoyer des armes, entre autres, pour limiter les besoins humanitaires s'ils étaient censés s'en inquiéter. Et donc, on voit comment, au travers de l'utilisation de la raison humanitaire, de l'instrumentalisation de l'aide, on dépolitise un contexte, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des vrais sujets de fond, qui sont pourquoi les gens sont en train de crever, parce qu'il y a un blocus, parce qu'il y a des bombardements, parce qu'il y a le non-respect du DIH, parce qu'il y a des résolutions au niveau des Nations Unies qui ne sont pas votées ou qui sont bloquées. Les Américains se sont opposés à un vote du Conseil des droits de l'homme stipulant qu'il fallait arrêter d'envoyer des armes dans la région. Enfin bref, donc on est dans une démarche d'instrumentalisation de la raison humanitaire. On met en avant une forme d'aumône, mais pour pas être dans le dur qui est le droit des Palestiniens aussi à pouvoir vivre et à revendiquer une existence légitime. Et donc c'est dans ces conditions qu'il faut aussi dénoncer ce type de pratique. Et juste, pardon, excuse-moi. Bon, votre question était passionnante parce que je pourrais prendre d'autres exemples sur des crises oubliées. Le Soudan est une crise, il y a énormément de mortalité, de violence envers les civils, et il y a peu de médias sur ça. Voilà. Pourquoi ça ne les intéresse pas, je ne sais pas vraiment. La République démocratique du Congo l'intéresse peu aussi les médias, mais c'est un contexte où il y a des millions de personnes qui ont été déplacées, dizaines de millions de personnes qui sont mortes, mais c'est une crise chronique qui dure depuis des dizaines d'années, une forme de lassitude peut-être aussi. Voilà, le Yémen n'intéresse pas grand monde, l'Afghanistan non plus. Donc voilà, c'est une question qui est compliquée, mais qui renvoie à la fois à des agendas politiques et à la fois aussi à des pratiques médiatiques où il y a une forme de saturation, entre autres, de l'information, et des choix éditoriaux qui se font davantage en lien avec les intérêts des États d'où proviennent les médias qu'en fonction de l'intérêt des civils. Alors, notre ami évoquait l'importance des profils des personnalités engagées dans ces processus. Vous avez parlé de la mission du dialogue avec un catholique, un protestant. Ces profils-là s'expliquent par l'implication des églises en Nouvelle-Calédonie, leur rôle social, économique et politique. Ça ne pourrait pas marcher dans l'Hexagone. Oui, il ne faut pas oublier le franc-maçon dans l'équipe. Hein, parce que, comme je disais, à l'époque, parce que ça fait quand même longtemps maintenant les accords, hein, donc à l'époque, la pratique religieuse était plus importante en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, et elle était beaucoup plus importante chez les Kanaks que chez les Européens. La seule communauté qui était au niveau des Kanaks, c'était les Wallisiens et Futuniens, communauté entièrement catholique. Cette présence religieuse venait, comme je l'ai dit, du fait que c'était les missionnaires catholiques et protestants, et principalement protestants au départ, qui avaient aidé les Kanaks à devenir des citoyens, puisqu'ils ne l'étaient pas, selon le code de l'indigénat, avant 1946. Et aussi, bien sûr, en conséquence, l'enseignement était largement un enseignement privé des paroisses catholiques ou protestantes. Ça n'avait pas été évident ici de trouver un accord sur la présence de personnalités religieuses en effet, et surtout sur la personnalité, parce que autant pour les protestants, le président de la fédération était d'accord pour venir, le pasteur Stewart lui-même. Pour les catholiques, la première réponse de l'épiscopat avait été « mais prenez l'archevêque de Nouméa, c'est lui qui est compétent, territorialement ». Sauf que, évidemment, ça ne fonctionnait pas parce qu'il était trop impliqué, quelles que soient ses qualités. Et donc, il a fallu trouver
par l'intermédiaire du cardinal de Courtrai d'ailleurs, plutôt, quelqu'un d'autre, et c'est là que la personnalité de Monseigneur Guiberto s'est dégagée. Aujourd'hui, cette pratique religieuse a diminué, reste plus importante chez les Kanaks que chez les autres, mais reste est moins importante. Et je ne suis pas sûr que ça aurait le même effet. J'ajoute que à l'époque aussi, c'était dans toute la Nouvelle-Calédonie qu'il y avait ces heurts, ces tirs sur des fermes, etc. Et donc, c'était tout le monde qui se sentait vraiment concerné. Les nouveaux troubles, ils sont surtout dans l'agglomération de Nouméa. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Mais on pourrait toujours essayer. Mais enfin, en outre, la difficulté est celle que je citais au départ, de recommencer. Enfin, oui, dire, on recommence, alors on refait une mission du dialogue, on refait un accord, on remet de l'argent, et on compte sur le nickel, sauf que là, ça ne fonctionne pas le nickel déjà. Donc, il faut peut-être aller au fond des choses et trouver une forme, comme les autres pays l'ont bien trouvé quand même, une forme de partage de souveraineté qui va plus loin, qui donne un espoir d'indépendance possible, parce qu'il y a aussi pour les Kanaks le fait que tout le monde est indépendant autour, quoi, voilà. Même si ce sont souvent des fausses indépendances, hein. Sur une bonne partie des pays, on confiait leur défense à des grands pays, voire la justice. Dans le Commonwealth, la Chambre des Lords, enfin du moins comment ça s'appelle ça, sa chambre judiciaire continue d'être la cour de cassation de cours de pays indépendants du Commonwealth. Donc, on pourrait tout à fait imaginer, comme garantie juridique, que le Conseil d'État et la Cour de cassation restent les cours suprêmes. Voilà. Enfin, ce qu'il faut, c'est avant tout, parce que les constructions institutionnelles, moi je dis souvent, surtout quand on est prêt à modifier la Constitution, les juristes peuvent tout écrire si on sait ce qu'on veut politiquement. Et ce qu'on veut politiquement, il faut que les personnes le comprennent sur place. Sinon, ça ne marche pas. Et on fait des accords hors sol, qui sont des solutions mathématiques aux problèmes, vous voyez. Voilà, on pèse et puis on dit, bah voilà, c'est ça le point d'équilibre. Mais si les personnes n'y adhèrent pas, ça ne marche pas. Alors, le temps en court, malheureusement, pour nous tous, mais on va avancer encore très rapidement. Peut-être une question ou deux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a encore une main qui se lève au fond, là. Jusqu'à quelle heure Monsieur Festa, j'ai l'impression que vous n'avez pas évoqué l'histoire de la composition du corps électoral et l'importance ou de la non-importance de ce facteur, parce que l'ancienneté des... Enfin, vous allez mieux expliquer que moi de quoi il s'agit. Vous avez beaucoup parlé du droit international humanitaire. Bon, moi j'étais juriste. Le droit, ça demande des sanctions. Or, le droit international humanitaire, on voit en ce moment à quel point les États sont hostiles à ce que le droit produise des sanctions. Est-ce que vous ne pensez pas que pour les ONG comme la vôtre, il faut trouver d'autres supports que le droit? Très bien. Alors, le corps électoral pour Alain Chrisnard et les sanctions pour le droit humanitaire pour Jean-François Corti. Oui, c'est cela par là. Je vais essayer d'être bref. J'avais donné une interview à France Info et le journaliste m'avait dit, vous avez 3 minutes. Et donc, il y a un problème sur le corps électoral. Et alors, je lui ai dit, non, il n'y a pas un corps électoral, il y en a 3. Et là, je l'ai vu vraiment devenir un peu vert, quoi. Bon, voilà. Ce qui s'est dit en 3 minutes, on n'y arrivera jamais. Alors, donc, on part du fait que les Kanaks sont minoritaires, mais enfin que, même si tous les citoyens sont égaux, ils sont là au départ, quoi, et qui sont devenus minoritaires au fil du temps, et de peu. Bon. Dans le droit, indépendamment de l'accord de Nouméa, dans la Constitution, il est prévu que pour donner l'indépendance,
il faut consulter les populations intéressées. Donc ça, c'est une formule qui a toujours été interprétée par les juristes comme la possibilité de restreindre le corps électoral pour un référendum d'autodétermination, ce qui est normal. C'est-à-dire que si vous avez en Nouvelle-Calédonie des fonctionnaires de passage pendant 3 ans ou même 5 ans ou même davantage, on ne voit quand même pas au nom de quoi leur voix pèserait autant ou pèserait par rapport à des gens qui y sont installés depuis 30 ans ou depuis 5 générations. Donc, pour l'autodétermination, c'est possible de réduire le corps électoral. Là, ce que les accords de Matignon ont prévu, et comme je l'ai dit, ils ont été écrits vite, c'est que le corps électoral serait aussi réduit pour les élections locales au Congrès, qui est l'Assemblée locale, et au Conseil de province, qui forme le Congrès. Ça, c'est beaucoup plus compliqué juridiquement, parce qu'il s'agit de priver du droit de vote des citoyens nationaux, alors même que ces assemblées votent leurs impôts, etc. Ce n'est pas l'autodétermination. Et d'ailleurs, bien que ça ait été signé dans les accords de Matignon, noir sur blanc, après, quand avec Will Passek, nous avons pris le dossier et que nous avons vu les légistes gouvernementaux, tous ont dit, mais ça, c'est pas possible, ça. Il faut réviser la Constitution. Et donc, Michel Rocard est allé, avec son chapeau et ses gants, voir Mitterrand pour lui demander 2 choses. Faire un référendum national, ce qu'il a accepté, comme je l'ai dit, et réviser la Constitution. Là, il a dit non, en disant la majorité est trop fragile et je ne veux pas me lancer dans cette révision de la Constitution. Donc, cette disposition, pourtant écrite dans les accords de Matignon, n'a pas été appliquée. Bon. L'autre non plus, d'ailleurs, puisque en 1998, on n'a pas fait de référendum d'autodétermination, mais on a fait un nouvel accord qui a été voté par un corps électoral restreint, comme il aurait dû l'être pour l'autodétermination. Voilà. Bon. Alors, après, il y a l'accord de Nouméa. Et évidemment, au moment de l'accord de Nouméa, les indépendantistes disent il faut aussi réduire le corps électoral pour les élections provinciales maintenant, puisque vous avez décidé que l'accord de Nouméa serait dans la Constitution, et donc l'obstacle constitutionnel est levé. Et évidemment, Jacques Lafleur a dit oui, moi j'étais d'ailleurs d'accord, puisque j'avais signé, c'est l'État qui n'a pas pu, et donc on le fait. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose, parce que, encore une fois, priver pendant longtemps des gens d'un droit de vote, c'est compliqué. Et en effet, une fois l'accord de Nouméa terminé, et il est en voie de s'achever, il faudra rouvrir ce corps électoral. C'est vrai que la discussion a chopé là-dessus. Alors, pour tout coup compliqué, alors bien sûr, le corps est ouvert à tout le monde pour les élections nationales, européennes, présidentielles et communales. Alors, pour tout compliquer, aux dernières élections législatives, Emmanuel Subaou, fils du leader assassiné, enfin un des fils, a été élu à une large majorité dans la province Nord, où il n'y a pas que des Kanaks. Et d'ailleurs, l'autre candidat indépendantiste dans le Sud a été battu, mais enfin avec un bon score. Et alors, là, évidemment, pour les législatives, le corps électoral est ouvert à tout le monde. Et on s'est dit, mais alors, c'est bizarre, parce que finalement, le résultat est pas loin de celui des référendums où le corps électoral est restreint. Ce qui fait qu'on est en train de s'apercevoir que les soi-disant 40 000 personnes exclues du corps électoral, elles ne sont plus là pour une bonne partie. Ce sont des personnes qui sont rentrées en métropole, qui ne se sont pas désinscrites du corps électoral restreint, enfin général, ou qui ne votent pas. Voilà. Mais c'est vrai que cette question empoisonne, d'autant qu'à l'accord de Nouméa, on avait lié cette restriction du corps électoral à une notion de citoyenneté, et qu'il y a dans la Constitution une citoyenneté calédonienne dans la citoyenneté française, ce qui fait que les gens en Calédonie qui sont là depuis un certain temps, ils ont 3 citoyennetés, la citoyenneté française, la citoyenneté calédonienne et la citoyenneté européenne. Maintenant, je suis à la disposition des autres, mais il faut 1h30 pour poser la question. Les sanctions? Oui, je partage votre analyse. Il y a le droit et puis il y a la politique. Et il y a ce qu'on en fait. Et vous l'avez tout à fait dit, c'est ce que j'ai essayé aussi d'expliquer sur l'impunité, dans un contexte où ce droit n'est pas forcément contraignant en tant que tel. Et je ne suis pas juriste, donc vous avez beaucoup plus de notions que moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là.
Mais en tant qu'humanitaire et qu'ONG, je pense qu'il faut être aussi vigilant sur le fait de ne pas forcément donner de faux espoirs sur certains terrains où on intervient, parce qu'il y aurait un droit existant théorique. Je pense notamment à Srebrenica. On a fait croire à 7000, aux habitants de Srebrenica que parce qu'il y avait des casques bleus, ils allaient être protégés. C'était 7000 morts. Ça a été qualifié de génocide d'ailleurs dernièrement par les Nations Unies, parce qu'on avait fait croire qu'au travers d'une présence de casques bleus, il y avait une forme de protection des civils. À Gaza, aujourd'hui, le droit, il ne protège pas, hein, on est d'accord, puisqu'il n'est pas respecté. Donc voilà, je discute souvent avec des juristes de droit international qui, eux, disent, voilà, mais oui, mais quand même, il faut le défendre, il faut y croire, parce que dans certains contextes, c'est utile, peut-être pas dans tous. Je veux bien y croire. Voilà, mais mon rôle, moi, d'acteur de terrain, c'est de rappeler que dans la vraie vie, souvent, ça ne se passe pas comme les cadres théoriques du droit le souhaiteraient, quoi. Et que cette question est éminemment politique, et qu'elle est entre les mains de leaders politiques aujourd'hui qui soit acceptent d'avoir des règles du jeu d'humanité commune, soit mettent en avant une humanité à la carte, souvent avec des approches qui de plus en plus relèvent d'une forme de suprémacisme, où la vie des uns ne vaudrait pas la vie des autres, pour diverses raisons de couleur de peau, de religion ou autre. Et c'est un vrai combat politique, y compris à nos niveaux de citoyens, hein, de le faire savoir que nous ne sommes pas d'accord avec ça, et que les textes de droit international, ils sont plutôt bien faits de la part des spécialistes, qu'il faut simplement les appliquer et pouvoir pointer du doigt ceux qui ne le font pas, et donc avec une forte connotation politique. C'est une situation qui est difficile parce qu'il y a un empilement de conflits en ce moment, aggravé par la crise environnementale qui accentue l'instabilité de beaucoup de régions, et où il y a beaucoup de civils qui payent un lourd tribut, et il faut faire des choix d'intervention parce qu'on ne peut pas couvrir tous les besoins. Mais en plus, cela est corroboré par je trouve, un manque de soutien d'une bonne partie de la communauté internationale, notamment des membres du Conseil de sécurité de ce droit international, ou en tout cas qu'il est un peu trop utilisé de manière trop politique, c'est-à-dire selon une logique du deux poids, deux mesures. Et ça, c'est pas tenable à terme, quoi. Merci. Le temps, malheureusement, comme on dit, s'écoule, à moins qu'il y ait vraiment une demande impérative d'une ultime question, mais je crois que je vais être obligé non pas de rendre l'antenne, mais de la transmettre à notre président. Oui, on a le droit ce soir à une déclaration présidentielle. Je plaisante. Mais c'est François Annenwein qui voudrait apporter une petite contribution pour clore ce cycle sur la paix. Je vais commencer par remercier Berthelot, qui a été le concepteur de ces 5 séances successives sur le thème de la paix. Il nous en proposera une synthèse. Et moi, je vais me garder de conclure comme on me l'avait demandé. Je joindrai le texte que j'avais prévu de vous proposer parce qu'il est tard. Je joindrai au document qu'Yves rédigera. Simplement, je voulais insister sur ce constat que mes réflexions de journaliste sur le thème de la paix m'ont conduit à faire, en insistant particulièrement sur la question des coopérations nécessaires. Quand on observe le monde, on voit bien que les défis contemporains, l'alimentation, la santé, l'éducation, etc., ne sont possibles que sur la base de coopération. Des organisations internationales, des ONG travaillent sur ces terrains-là et amènent des progrès, mais la pente actuelle, ça n'a pas été dit beaucoup ce soir parce que ce n'était pas le sujet, mais c'est quand même des replis sur les nationalismes qui empêchent l'expansion de ces coopérations, et c'est extrêmement préjudiciable à des avancées nécessaires, encore une fois, sur toutes les graves questions qui traversent le monde aujourd'hui. Je ne veux pas insister, mais les crises alimentaires, la malnutrition, c'est 10 millions de morts tous les ans. Les crises liées à l'environnement et en partie sanitaire, c'est 8 millions de morts tous les ans. Donc on voit bien l'ampleur des catastrophes. Et encore une fois, il n'y a pas 193 politiques nationales ou 192 politiques nationales qui sont capables, chacun pour son précaré,
d'apporter des réponses à ces défis. La solution à l'échelle mondiale, et pour chacun d'entre nous, dans nos pays respectifs, c'est quand même les coopérations. Je conclurai sur l'exemple des vaccins en matière sanitaire, l'exemple des vaccins contre le Covid. Eh bien, s'il n'y avait pas eu de coopération internationale, on serait peut-être encore en train d'attendre en France les vaccins nécessaires pour lutter, pour nous préserver du Covid. Donc, vous voyez bien que tous ces enjeux sont extrêmement importants. Et ça me conduit à un petit moment d'autosatisfaction, non pas pour moi, mais pour confrontation. On a mis ce thème de la paix à l'ordre du jour. Évidemment, les choses étaient déjà bien dégradées sur le front, après l'invasion russe en Ukraine. Ensuite, il y a eu Gaza, et vous voyez bien que les tensions internationales n'ont pas une forte tendance à diminuer en ce moment. Donc c'est bien qu'on ait contribué à réfléchir, et encore une fois, le socle de nos réflexions était quand même sur la solidarité, les coopérations et les coopérations. Donc je pense que c'est un bel effort piloté par Yves de confrontation, d'avoir proposé à ses adhérents ces offres. Alors la vie de confrontation ne s'arrête pas sur le thème de la paix. Ces conclusions m'offrent la possibilité de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, et surtout commencer à vous annoncer les projets pour 2025, ceux qui vont venir. En janvier, le Père Hervé Legrand fera une synthèse du synode romain auquel il assistait comme expert théologien. À partir du mois de mars, nous vous proposerons un cycle de 3 rencontres autour du thème du sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme sacré? Quelle importance a le sacré dans nos vies, etc. Enfin, en avril, on continue à avancer dans l'agenda. En avril, nous vous proposerons les 5 et 6 avril un week-end convivial à Vézelay, pour ceux que ça intéresse. Donc, et Monseigneur Winzer viendra nous rencontrer à l'occasion, l'archevêque de Sens-Auxerre viendra nous rencontrer à cette occasion à Vézelay. Donc c'est ouvert à tout le monde, à tous les membres. On vous donnera des précisions en temps utile, il faut le temps de monter tout ça, régler les questions d'intendance. Vous êtes d'ores et déjà cordialement invités à ce week-end. Et enfin, dernier point, je voudrais insister, Pierre-Yves pourrait mieux en parler que moi, parce qu'il a été l'agent actif de tout ça. Nous avons noué des contacts assez prometteurs avec le Café Dorothy. Alors, l'intérêt pour nous de discuter avec le Café Dorothy, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un café très dynamique, composé de jeunes chrétiens. Et donc, c'est un effort pour confrontation qu'on essaye de poursuivre depuis des années, mais là, il y a quelques signes que, entre le Café Dorothy et confrontation, pourraient se développer des projets communs de réflexion sur les questions spirituelles, mais pas que. En tous les cas, ça contribuait à rajeunir l'ambiance de nos rencontres quand nous nous retrouverons pendant un certain nombre de soirées. Je vous souhaite je confirme à nos intervenants de ce soir et à Dominique qui animait la rencontre, je vous confirme les vœux de confrontation pour cette nouvelle année et surtout un joyeux Noël. Bonsoir.